Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver. Voici le programme de l'émission. On va commencer d'abord par notre focus, montrer son corps sur les réseaux sociaux. C'est le sujet du nouvel épisode de La Famille tout écran qu'on découvre dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Elle s'appelle Alexandra De Villers, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Plaisir toujours de vous retrouver. C'est bientôt l'été. De quoi vous allez nous parler? Eh bien, comment mettre son été à profit pour travailler son orientation. C'est important et on en parle avec vous. Merci beaucoup Alexandra. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Alors que le ministère publie, vous allez le voir, un cadre éthique pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle en milieu scolaire. Le réseau Canopé organise cette semaine sa 3e journée nationale de formation dédiée aux IA génératives dans l'éducation. Une journée qui vise à sensibiliser, à former et surtout à accompagner les enseignants face à cette révolution. Alors quels sont les outils à leur disposition et comment les former sans les laisser seuls, bien sûr, évidemment, face à ces mutations. On en parle avec notre invitée, justement, Marie-Caroline Missire. Bonjour. Bonjour Philippine. Bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. On est très content de vous recevoir. Vous êtes la directrice générale du réseau Canopé et du Clémy. On en parle dans un instant, juste après le focus. Le Clémy, justement, notre partenaire, avec un nouvel épisode tout de suite de votre série préférée, vous le savez, La Famille tout écran. Aujourd'hui, le sujet, bien sûr, c'est le danger de publier des photos de soi sur les réseaux sociaux. On découvre ça tout de suite. Vous le savez, c'est le sujet de l'émission depuis le début de la saison et même bien avant. Le sujet de l'intelligence artificielle, il inquiète, il fascine autant qu'elle soulève des espoirs et des dérives aussi. Et d'ailleurs, en ce moment même, justement, des enseignants partout en France se forment à ces nouveaux outils qui redéfinissent ce que c'est que transmettre, expliquer ou même évoluer. Alors aujourd'hui, dans l'École du Futur, on reçoit Marie-Caroline Missire, directrice du réseau Canopé, du Clémy aussi, qui organise aujourd'hui même une formation, une journée nationale de formation pour répondre à toutes leurs questions et peut-être en poser d'autres justement. On va en poser justement à Marie-Caroline tout de suite dans la première partie du talk. Une journée nationale de formation sur le sujet important, effectivement, et qui soulève beaucoup de débats, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et puis des surprises aussi, parce qu'il y a plein de choses positives qui se passent aussi dans l'éducation grâce à l'intelligence artificielle générative. C'est ce que vous faites aujourd'hui même, un peu partout en France, une journée nationale de formation. Avant d'en parler, parce qu'effectivement, c'est le sujet de cette émission, au-delà du sujet qu'on aborde aujourd'hui. D'abord, peut-être aborder en quoi consiste précisément la mission du réseau Canopé autour de la formation des enseignants de manière plus générale. Eh bien, notre mission, c'est de former tout au long de la vie les enseignants, notamment de les former au numérique, qui est une de nos expertises fortes, avec une particularité, c'est qu'on est présent dans tous les territoires, dans tous les départements. Donc ça permet aux enseignants à la fois de venir dans nos structures, d'être accompagnés en proximité, on intervient aussi dans les établissements scolaires, et de se former sur des thématiques qu'on qualifie de transversales, donc qui vont s'inviter dans le quotidien des classes. J'accueille un enfant en situation de handicap à la rentrée. Comment je peux me former pour me préparer? J'ai envie de travailler la transition écologique avec mes élèves. Comment je peux me former? Voilà, c'est autant de sujets que nous abordons dans nos formations. Les compétences psychosociales et bien sûr, parce que c'est le thème du jour, les IA génératives. Alors, depuis fin 2022, depuis que certains outils d'IA ont fait une entrée fulgurante dans nos quotidiens et notamment dans le quotidien des adolescents et des élèves, eh ben, on a commencé à déployer nos formations, à bâtir des ressources vidéo, des podcasts et des formations en présentiel ou en distanciel à ces IA génératives pour mieux les appréhender, les découvrir, permettre surtout d'avoir des espaces où les enseignants, la communauté éducative peut venir parler de ces usages, pratiquer ensemble. Ça nous semble extrêmement important. Et c'est justement ce qui se passe en ce moment sur tout le territoire, dans tous nos ateliers. C'est pas un événement parisien, c'est un événement de proximité et on a à peu près 2000 inscrits qui en ce moment même suivent nos conférence avec des chercheurs. C'est une journée qui a été introduite par Audran Le Baron, le directeur du numérique pour l'éducation, et qui se passe depuis Lyon et qui est retransmis dans l'ensemble des territoires. Donc c'est un dispositif original mais auquel on tient beaucoup. L'IA, c'est un axe très fort de nos formations à Réseau Canopé. Et un sacré sujet aussi pour tous les enseignants qui se posent beaucoup de questions. On l'a dit, c'est la 3e année, la 3e journée nationale consacrée à l'IA.
l'IA générative. Qu'est-ce que ça dit de l'urgence du sujet aujourd'hui? Quelles sont les remontées de terrain, quelque part? Alors, ce qu'on a pu observer, puisque ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on a lancé ces formations, pour être très honnête avec vous, Philippine, quand on a vu arriver ces IA génératives massives, pour la plupart d'ailleurs américaines, avec un usage fulgurant, notamment en éducation, dans les classes, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec nos partenaires des académies. Donc on a commencé à lancer des formations. L'IA n'est pas un phénomène nouveau, donc on avait déjà une expertise. Et ces formations ont commencé par, disons, l'acculturation, comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais effectivement, on avait un peu peur que ces propositions puissent être mal accueillies par la communauté enseignante, suscitent un rejet, etc. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé, puisqu'au bout de 2 ans, sans que ces formations soient évidemment obligatoires, mais elles sont proposées aux enseignants, on enregistre plus de 30 000 inscrits à ces formations et elles ont suscité un intérêt immédiat. Parce que précisément, quand il se passe quelque chose dans sa classe, quand on est prof, quand on voit les usages de ses élèves changer, on s'y intéresse. Et donc, ça a suscité beaucoup de curiosité. Moi, je suis absolument épatée, je dois dire, par la créativité des enseignants qui ont dû réinventer leur posture, réinventer leur mode d'évaluation, réinventer aussi leurs propositions éducatives en utilisant ces IA. Donc, je teste. Voilà. Et on a la première journée de formation qu'on a organisée, donc il y a maintenant 2 ans, sous ce format-là, dans tous les territoires, dans tous nos ateliers, dans tous les départements. Elle avait pour thème comment faire de l'IA générative un assistant pédagogique et à quelles conditions. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a vu émerger dans nos formations. Et ce que je retiens, c'est que, voilà, dans les premiers temps, curiosité, besoin d'acculturation, de comprendre comment ça fonctionne, comment faire un assistant pédagogique, construire des exercices, faire des dictées sur mesure en cumulant plusieurs règles de grammaire, d'orthographe. Voilà. Accompagner finalement ce qu'on appelle la personnalisation des apprentissages avec ces outils. Et aujourd'hui, la question vive des enseignants, c'est dans quelles conditions d'utiliser. Donc le cadre d'usage de l'IA qui a été publié par le ministère de l'Éducation nationale permet de répondre à ces questions. Il était très attendu. Et la journée qu'on organise permet aussi de le diffuser, d'en parler, de sensibiliser. Et puis, les questions assez vertigineuses qui s'invitent dans le quotidien des enseignants, c'est le rapport à l'effort. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nouveau, très questionné dans les formations et qui interroge le geste enseignant. Alors, quand je dis geste enseignant, c'est un mot un peu théorique, mais concrètement, comment, face à des outils qui changent le rapport au temps, je mets moins de temps pour faire une tâche, change le rapport à l'effort, qui sont des éléments centraux dans l'apprentissage, dans le rapport au savoir, eh bien, je vais revisiter ma pratique, trouver d'autres méthodes pour engager l'élève, mais ça reste des questions très vives, de même que la question de l'évaluation. Comment j'évalue? Quelle est la place des devoirs à la maison? Comment je change ma pratique? Donc, voilà en quelques mots et bien succinct ce que je pourrais dire de là où on est aujourd'hui. Ça en fait des questions pour ces enseignants. Absolument, et des questions et peut-être un point d'attention quand même et qui nous traverse tous et toutes dans tous les métiers, bien au-delà des métiers de l'éducation, c'est faire attention finalement aux fractures qui peuvent s'inviter, fractures générationnelles, fractures d'usage, fractures de compétences. Parce que vos formations, elles s'adressent à la fois à celles et ceux qui savent déjà utiliser l'IA comme les tout à fait novices. Quel que soit notre niveau, on peut participer à ces formations. Pour être très schématique, dans nos formations donc, qui sont en ligne ou en présentiel, dans nos ateliers, vous l'avez compris, accessibles à tous, même sans adresse de l'Éducation nationale. Avec un simple mail, on peut suivre nos formations sur une plateforme qui s'appelle Canotech, par exemple. Eh bien, elle propose 3 chemins. Découvrir, expérimenter, et notamment expérimenter ensemble, et puis réfléchir sur sa pratique. C'est-à-dire
s'interroger sur l'éthique, le cadre d'utilisation, quels outils je vais utiliser. La dimension aussi, le souci écologique qui est très fort chez nos élèves, on le sait, est une question vive sur l'IA. D'ailleurs, le cadre d'usage de l'IA rappelle effectivement cette responsabilité écologique qu'on doit avoir. Dans quelle situation utiliser l'IA? Dans quelle situation est-elle intéressante? A-t-elle un intérêt pédagogique? Et dans quelle situation garder des usages sobres, notamment pour respecter notre planète? Voilà quelques exemples de l'approche qu'on propose. On va continuer à en parler en deuxième partie du talk sur l'encadrement éthique et juridique effectivement qui a été imposé récemment par le ministère de l'Éducation nationale. D'abord, on reçoit Marie-Caroline très régulièrement, même quasiment tous les jours sur ce plateau, des acteurs du monde de l'éducation et de la technologie, des sociétés EdTech comme on les présente, qui ne demandent qu'une chose, c'est de former des enseignants à cette intelligence artificielle ou en tout cas de leur faire bénéficier de leurs outils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec ces acteurs-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'en pensent surtout les enseignants qui en sont évidemment les premiers bénéficiaires? Alors, on a plusieurs actions et un partenariat assez étroit avec les acteurs de la filière EdTech, avec EdTech France, avec la FINEF. On a un dispositif dans l'éducation nationale qui s'appelle les territoires numériques éducatifs, les TNE, qui sont déployés aujourd'hui dans 12 départements. Et dans ces territoires-là, ce qu'on propose avec des sociétés EdTech, avec des éditeurs, c'est de mettre à disposition gracieusement des enseignants et de leur classe un certain nombre d'outils numériques et notamment des outils qui utilisent l'IA et des entreprises qui se sont parfois associées en consortium pour développer des outils spécifiques pour apprendre à lire, par exemple, en utilisant l'IA ou pour faire progresser les apprentissages. Donc voilà un exemple de ce que nous faisons. Et puis, dans la journée que nous sommes en train d'organiser, on a aussi la chance d'avoir des interventions de professeurs entrepreneurs qui ont développé leurs propres solutions et qui la déploient dans les établissements. Je pourrais citer plusieurs exemples, mais ils sont en train de témoigner. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, puisqu'on voit bien que la position d'enseignant permet aussi d'expérimenter avec ses élèves et de construire des solutions. Pour celle à laquelle je pense, par exemple, qui a été développée par un professeur de lycée professionnel, eh bien, il s'agit d'une solution qui permet d'accompagner vraiment très finement les compétences des élèves en alimentant une IA avec les profils pédagogiques des élèves, et ce qui permet aussi d'interagir pour l'élève avec une IA qui va dire pour cet exercice que t'as donné ton enseignant, fais attention peut-être à ta rédaction, etc. Et ça, je trouve ça fascinant, et on en a parlé aujourd'hui même. Voilà, donc oui, on veille avec notre ministère à accompagner. Et puis il y a, vous savez, le P2IA, qui est un dispositif qui permet de candidater au sein du ministère pour développer des solutions utilisant l'IA. Voilà, quelques exemples. C'est magnifique. Merci beaucoup. On va continuer à en parler, évidemment, parce que je n'ai pas envie de vous couper, mais il y a encore plein de choses, effectivement, à évoquer, notamment sur l'encadrement éthique et juridique de cette intelligence artificielle dans l'éducation. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, c'est le meilleur d'Internet, images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Marie-Caroline Missy, directrice générale du réseau Canopé et du Clémy. Juste avant, Marie-Caroline, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra de Villers qui a une idée derrière la tech. On a tous hâte, c'est bientôt l'été et justement la grande question qui est posée par notre chroniqueuse aujourd'hui Alexandra, c'est comment mettre son été à profit pour préparer son orientation. Dites-nous tout Alexandra, on veut tout savoir. C'est une vraie question parce que les lycéens vont être complètement libérés là de l'école, Ils vont avoir 7 à 8 semaines devant eux. Alors oui, ils ont besoin de se reposer après une année qui a été certainement très dense pour eux, mais je pense qu'il faut aussi en profiter pour se projeter dans son futur. Voilà. On va en parler justement parce que l'été permet de se mettre à niveau pour avoir le meilleur dossier, en tout cas on l'espère, le meilleur dossier possible. La question c'est comment on s'y prend. Effectivement, en fait, je rappelle que Parcoursup, en tout cas les formations sur Parcoursup, vont regarder le dossier scolaire des élèves, des lycéens, c'est-à-dire les 3 bulletins de première et les 2 bulletins de terminale. Donc il faut essayer d'avoir le meilleur dossier possible. Alors, pour les élèves qui vont entrer en première, déjà, une petite chose à savoir, c'est que l'année de première est devenue l'année la plus difficile du lycée. Ils ont choisi 3 spécialités, on leur demande d'avoir un bon niveau, d'être des spécialistes. C'est une grosse marche maintenant, l'année de première. Donc, par exemple, s'ils ont choisi les maths, beaucoup ont pris les maths en première, on le comprend, et que le niveau de maths n'était pas forcément excellent en seconde, le petit conseil que je leur donne, c'est de travailler leurs maths pendant les vacances. C'est valable pour toutes les matières, mais les maths en particulier. Alors, ça veut dire quoi? Souvent, on me dit, d'accord, mais comment on fait pour travailler? On n'a plus les livres, etc. Déjà, reprenez toutes les évaluations que vous avez faites en seconde. Il faut savoir que dans les évaluations, il y a vraiment les choses qu'il faut connaître. Donc, reprenez les évals, j'espère que vous les avez gardées, et les corrections, et refaites déjà tout ça, vous serez pas mal prêt quand vous allez démarrer en première en maths. Donc, peut-être que c'est intéressant de se prendre 1, 2, voire 3 heures par semaine pour travailler un petit peu pendant l'été, ça me semble quand même assez raisonnable. L'idée, c'est de prendre de l'avance. Alors justement, prendre de l'avance, ça veut dire quoi, Alexandra? Par exemple, beaucoup d'établissements donnent du travail à faire pendant l'été. C'est souvent des lectures. Donc des lectures, on va dire, de littérature ou de philosophie quand on passe en terminale. Donc ça, c'est la même chose. N'attendez pas la dernière limite. Ne vous prenez pas les 15 derniers jours d'août pour lire 5-6 ouvrages. Ça va devenir l'enfer sur Terre pour vous. Donc moi, je vous conseille de prendre un petit temps tous les jours pour lire. Ça fait du bien aussi de se remettre, quand on passe des très bonnes vacances, de se remettre un petit peu dans du scolaire de temps en temps. Et puis préparer des fiches de lecture. Si vous lisez des livres en juillet et que en septembre vous êtes évalué, c'est bien d'avoir fait une petite fiche de lecture. Un petit site que je trouve très bien, lepetitlitteraire.fr. Il y a des choses très intéressantes dessus. Alors l'idée, c'est pas de le prendre, de copier-coller et d'en faire une fiche de lecture, c'est de le travailler, mais c'est intéressant. Est-ce que c'est pas aussi le bon moment l'été pour réfléchir à son orientation, à ce qu'on va faire plus tard? Alors là, Philippine, vous me faites plaisir en me posant cette question. Évidemment, je vais vous dire oui, il faut réfléchir à son orientation pendant l'été, surtout quand on rentre en terminale. Je rappelle que l'année de terminale est une année marathon pour les élèves. Il va falloir faire plein de choses en même temps. Déjà, réussir son académique, les 2 premiers trimestres qui sont essentiels. Faire toutes les portes ouvertes le week-end, c'est extrêmement chronophage. Et puis préparer son Parcoursup, rédiger des lettres de motivation, peut-être préparer des concours. Donc tout ce qu'on peut faire cet été pour prendre de l'avance, ce sera vraiment beaucoup mieux. Alors les petits conseils, se plonger sur les sites internet, allez regarder les sites des formations qui vous intéressent. Bien sûr, Parcoursup, encore une fois, vous le savez, mon meilleur ami, allez le voir, visitez-le, il y a plein de choses formidables. Et un site que j'aime beaucoup, qui propose des vidéos de présentation des formations, c'est Totis. Allez sur Totis, regardez des vidéos. Ça va vous permettre de vous plonger dans les formations avant les portes ouvertes. Totis qu'on a reçu récemment et qui est venu nous présenter son outil d'intelligence artificielle. Ah génial, l'orientation. Je vais regarder ça. Pour les certifications de langue aussi, vous conseillez de les passer pendant l'été? Bien sûr, Philippine, c'est aussi le bon moment pour s'entraîner, pour passer l'IELTS par exemple, ou le TOEFL, comme vous voulez. Vous en aurez besoin pour beaucoup de formations françaises. Par exemple, les écoles de commerce, les bachelors, certains bachelors ingénieurs demandent un score à l'IELTS. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez partir étudier à l'étranger, il faudra absolument le passer. Donc là, c'est la même chose. Petit conseil, préparez l'IELTS pendant les vacances. Alors attention, même si vous êtes bilingue, même si vous pensez être absolument excellent, et je vous le souhaite, il faut quand même travailler l'IELTS. C'est des petites questions pratiques. Il ne faut pas se dire, j'y vais comme ça va marcher. Non. Et puis si on n'a pas le score escompté, parce que les formations vous demandent 6,5, 7, etc., eh bien, du coup, vous aurez le temps de le repasser. Donc voilà, n'attendez pas la dernière minute. Il y a embouteillage en janvier, février, et en plus, vous n'avez pas de recul. Faites ça cet été.
Est-ce qu'on peut profiter aussi de l'été pour s'intéresser à l'extrascolaire, Alexandra? Effectivement, c'est très important, l'extrascolaire. Il faut absolument travailler ça. Je vous donne des petits exemples. Si vous passez des entretiens, on va peut-être vous demander quelle est la dernière expo que vous avez fait, quel est le dernier roman que vous avez lu, quel est le dernier film que vous avez vu et dont vous avez envie de parler. Faites tout ça cet été, vous aurez plus de temps. Et puis sur Parcoursup, vous avez des rubriques activités très importantes. Par exemple, quelles sont vos expériences d'animation, d'encadrement? Est-ce que vous êtes engagé dans quelque chose, dans la vie du lycée, dans le domaine associatif? Profitez de l'été pour faire tout ça. Encore une fois, pendant l'année scolaire, vous n'aurez pas le temps. Un petit conseil, pareil, pour s'engager, allez sur le site jeveuxaider.gouv, qui est absolument génial. Il y a plein de choses, des missions locales, plutôt courtes, plutôt longues. Vous pouvez déjà prendre une petite expérience que vous me valoriserez sur Parcoursup. C'est toujours important, effectivement. Je vous laisse un petit mot pour terminer, Alexandra. Alors, Philippine, si vous m'accordez 2 mots... Ah là là, vous avez le droit. Ce sera plaisir, bien sûr, pendant les vacances, on se repose, toujours. et réflexion. Il ne faut pas tout lâcher pendant 2 mois, même s'il faut quand même un petit peu lâcher prise. On le dira jamais assez, effectivement. Merci beaucoup, Avec Alexandra. plaisir. Peut-être que l'été, c'est aussi un super moment pour les enseignants pour s'entraîner à l'intelligence artificielle et se former. On va continuer à en parler justement avec vous, Marie-Caroline, et notre chroniqueuse tout de suite dans la deuxième partie du talk. On a parlé effectivement avec vous, Marie-Caroline Missire, en première partie du talk, en tout cas, de l'utilisation grandissante, c'est vrai, de l'intelligence artificielle, et notamment générative dans les salles de classe, par les élèves, par les enseignants, avec des différences générationnelles, des différences aussi de capacité, d'usage aussi de cette technologie qui n'est plus si nouvelle, c'est vrai, vous nous l'avez rappelé dans le domaine de l'éducation. Il y a aussi une nouveauté. Le ministère vient de publier un cadre d'usage éthique et juridique de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Ça n'existait pas avant. On se réfère au RGPD qui protège les données des élèves, mais le besoin qui était fort et qu'on sentait aussi dans nos formations ou sur le terrain, c'est d'avoir finalement des règles ou en tout cas de définir les conditions dans lesquelles on peut utiliser ces outils qui posent beaucoup de questions de respect des données, des utilisateurs, sujet écologique dont j'ai parlé à l'instant. Donc la réflexion qui a été menée par la direction du numérique pour l'éducation, avec l'inspection générale, avec la direction générale de l'enseignement scolaire et à laquelle nous avons également pu contribuer à Réseau Canopé, a permis de réfléchir à ce cadre qui a été présenté par la ministre d'État Elisabeth Borne lors du salon Vivatech il y a quelques jours. Tout à fait. Alors, après, pardonnez-moi, c'est très important, après une consultation sur le terrain qui a duré plusieurs mois et qui a permis d'enrichir ce cadre et de s'assurer vraiment de l'adhésion de tous les acteurs de la communauté éducative et notamment des enseignants, évidemment. Alors effectivement, c'est tout l'enjeu, c'est la question que j'ai vous posée, merci d'y avoir répondu. Aujourd'hui, je me mets à la place d'un enseignant, il a besoin forcément en classe d'avoir un cadre clair qui est applicable aussi au quotidien dans sa classe. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas ou est-ce qu'on reste encore avec ce cadre sur les grands principes d'utilisation de l'IA générative? Eh bien, je pense que ce cadre d'usage qui est publié sur le site du ministère de l'Éducation nationale, que je vous invite à lire, c'est un document assez court, très clair, ne tombe pas dans l'écueil de donner des interdictions ou de condamner un outil ou un autre. Il respecte vraiment la liberté pédagogique des enseignants. Je vous rappelle qu'il a été également présenté aux organisations syndicales et il donne des repères très clairs ou en tout cas une forme de vigilance à avoir dans sa pratique. Bien penser à les moments où on peut utiliser l'IA, où ça a un intérêt pédagogique, essayer de réfléchir en fonction de l'âge. Le cadre recommande par exemple un usage en classe à partir de la classe de 4e, mais sans oublier l'acculturation et l'explicitation de comment fonctionnent les IA dès l'école primaire. Il donne aussi des recommandations sur le respect des données et des outils qui vont plus facilement être utilisables, donc la référence au commun numérique à des outils libres. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans un cadre qui à la fois donne des repères, les données, le respect de l'environnement, des repères d'âge, mais qui
laisse le champ ouvert et qui dit surtout, vous pouvez l'utiliser dans votre pratique parce que c'est un outil qui apporte notamment en termes de personnalisation. Donc il est en ce sens-là très équilibré. C'est pas un cadre contraignant, c'est un cadre qui permet d'avoir des repères et qui va s'enrichir aussi de la pratique parce qu'on est dans un phénomène pas tout à fait nouveau, mais qui va très vite. C'est ça qui est nouveau. C'est la vitesse à laquelle ces technologies évoluent. Donc tout l'enjeu était de définir un cadre acceptable d'usage tout en permettant à l'expérimentation et à l'innovation de se déployer. Vitesse aussi d'innovation qui, quelque part, nous force à reposer la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'apprendre ? Absolument, et c'est vraiment une question qui nous interroge tous et toutes, aussi bien quand on est formateur que quand on est enseignant. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que quand on réfléchit à la manière dont on formule un prompt et qu'on l'apprend à ses élèves, bon, qui n'ont pas besoin de nous pour l'apprendre, mais en tout cas qu'on essaye de le décortiquer, effectivement, ressort très fortement le rapport à la langue. La maîtrise du langage, la maîtrise du vocabulaire pour être le plus précis possible dans sa commande. Donc ça, on a souvent une représentation du rapport à l'IA qui va valoriser aussi des compétences techniques, la maîtrise des algorithmes, des compétences mathématiques, c'est très juste. Ouais. Mais le rapport à l'écrit et les humanités, la prise de distance avec la manière dont on va s'exprimer est extrêmement important. Et qu'est-ce que nous disent les enseignants, notamment, je pense à une enseignante de philosophie qui intervient dans certaines de nos formations, ils nous disent qu'ils sont justement très vigilants sur les écarts que cette technologie peut créer dans les classes, puisqu'on sait que la maîtrise du langage peut manifester une fracture sociale importante, illustrer des inégalités. Donc je dirais, contrairement à une représentation qui dirait finalement on n'a plus besoin d'apprendre, où on va déléguer à la machine un certain nombre de tâches, on voit très bien que les compétences fondamentales de maîtrise de l'écrit, de maîtrise de l'oralité aussi, c'est-à-dire je dialogue avec la machine. Qu'est-ce que ça veut dire que dialoguer avec la machine ? C'est un nouveau rapport à inventer, bien sûr. Donc on est vraiment à la fois dans un socle de fondamentaux qui reste très fort et qui va nécessiter, effectivement, j'ai écouté votre chronique avec attention, encore plus de travail, encore plus finalement d'exigence, et en même temps un espace de délégation de certaines tâches pour les profs comme pour les élèves à la machine. Donc, qu'est-ce qui reste spécifiquement humain ? Voilà tout le défi éducatif auquel on est confronté aujourd'hui. Sacré défi avec aussi, et je sais que ça vous tient à cœur, comme à corps aussi, le rapport à l'effort, qui est important aussi à la fois pour les enseignants comme pour les élèves. C'est au cœur, en tout cas, de cette journée de formation, journée nationale, on le rappelle, sur l'intelligence artificielle générative partout en France. Merci encore à vous, Marie-Caroline Miffier, d'avoir été parmi nous. Ça a été un vrai plaisir. Merci à vous aussi, Alexandra, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci bien sûr à vous aussi de nous avoir suivis, à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30, toujours sur School TV. Bonne journée, ciao.